Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Davantage de médecins fument des camels plutôt que n'importe quelle autre cigarette. Maintenant, la preuve scientifique des effets du tabac. Un spécialiste médical fait des examens bimensuels réguliers sur un groupe d'individus au mode de vie varié. 45% de ce groupe a fumé des Chesterfield sur une moyenne de 10 ans. Après 10 années, le spécialiste médical rapporte ce qu'il a observé. Pas d'effet indésirable sur le nez, la gorge et les sinus, sur le groupe fumant des Chesterfield. Chesterfield plus douce, c'est le meilleur pour vous. J'envoie des Chesterfields à tous mes amis. C'est le plus joyeux Noël qu'un fumeur puisse avoir. Chesterfield douceur plus, sans arrière-goût déplaisant. Ronald Reagan, président des États-Unis d'Amérique. Il étonne à chaque fois que, depuis une vingtaine d'années, que quelqu'un soutient une thèse qui est contraire à la thèse officielle, il est accusé d'être conspirationniste, oui. On va dire les choses clairement, d'être fou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes un dingue, les Illuminati sont derrière vous, etc., puisque vous ne pensez pas comme le consensus. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les aliens. Je rappellerai, encore une fois, que ceux qui disaient il y a 2 ans et demi, que le virus s'était échappé d'un laboratoire P4 à Wuhan, qui est un des rares laboratoires au monde capable de contenir, faire des expérimentations de ce type-là, et que le virus pourrait venir de là, on était traités de dingue à cette époque. Virus créé en laboratoire, les théories fumeuses de Luc Montagnier. Coronavirus et VIH, pourquoi la théorie du professeur Luc Montagnier est invraisemblable? Les affirmations de Luc Montagnier sur l'origine du coronavirus sont aussi infondées qu'invraisemblables. Prix Nobel de médecine en 2008. Ancien chercheur du CNRS et à l'Institut Pasteur, le scientifique avait dirigé de 1972 à 2000 l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur. Durant sa carrière, il avait écrit 350 publications scientifiques et été l'auteur de plus de 750 brevets. Site du gouvernement, Institut Pasteur, Luc Montagnier et son équipe découvrent le virus du sida. Le professeur Luc Montagnier. On était traité de dingue à cette époque, quand même. Et c'est comme si, en gros, je disais qu'à Toulouse, où il y a un laboratoire P4, eh bien, il y a un virus à Lyon, oui, mais à Toulouse, je crois aussi, mais je ne sais pas si on a à Toulouse. Mais c'était un exemple, François. Donc, il y a un laboratoire P4 qui est dans une ville, et que le virus qui s'est échappé, c'est sans doute parce qu'un pigeon a eu un rapport sexuel avec une chauve-souris. Et des aliens. Il faut quand même juste, à un moment, réfléchir. Média de grand chemin en février 2023, Covid-19, une fuite de laboratoire très probablement à l'origine de la pandémie, selon un ministère américain. Une étude parue en février 2022 est pour le moins déconcertante. Des chercheurs ont identifié une séquence génétique de 19 nucléotides dans le virus SARS-CoV-2, identique à une séquence brevetée en 2017 par Moderna, le laboratoire pharmaceutique américain, soit près de 3 ans avant l'apparition officielle de la Covid-19. Cette découverte surprenante pourrait peut-être confirmer que le virus a été créé en laboratoire et peut-être permettre de conclure que l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques fournisseurs de vaccins contre la Covid-19 est à l'origine du virus. Selon le Daily Mail, ces chercheurs affirment qu'il n'y a qu'une chance sur 3 trillions que la séquence brevetée de Moderna apparaisse aléatoirement par évolution naturelle dans le SARS-CoV-2. Bonjour. Mais qu'en pense le principal intéressé, M. Stéphane Bancel, directeur de Moderna? Interviewé par Fox Business à ce sujet le 24 février 2022, Stéphane Bancel a déclaré « Mes scientifiques sont en train d'examiner ces données pour voir si elles sont correctes ou non. Comme je l'ai dit plus tôt, l'hypothèse de la fuite de laboratoire par accident est possible. Vous savez, les humains font des erreurs. » Donc, j'insiste beaucoup sur cette affaire de conspirationnisme. Il faut en sortir. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'attaque, je termine François si tu me permets, c'est pour ça que lorsqu'on s'attaque à Simon Hersh, qui est donc le journaliste qui a fait cette enquête en disant c'est un conspirationniste, il est clair que ça n'est pas un argument. Il y a eu des complots dans l'histoire. Je vous le rappelle encore une fois, par exemple, en 1870, la fameuse dépêche d'Helms. Vous avez quand même eu un chancelier
allemand, Bismarck, qui manipule une lettre qui va lui permettre, un télégramme, qui va lui permettre de déclencher la guerre contre la France et ensuite de proclamer l'unité allemande. Donc écarter l'idée du complot fait de la part d'un État, c'est une idée idiote. Et je précise ça, qu'il y a bien des complots qui existent. Donc il faut arrêter avec le mot complotisme. Il y a des complots qui existent. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les aliens. On a tous une responsabilité à ne pas partager les informations qui sont fausses. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton sujet, c'est qu'il y a un argument d'une soignante qui dit « En fait, la vaccination, ça me protège moi, mais finalement, ça n'empêche pas de transmettre le virus. » Sauf que ça, en fait, c'est faux d'un point de vue médical. Oui, c'est faux. La société Pfizer était auditionnée en commission Covid au Parlement européen. Savions-nous si le vaccin empêchait la transmission avant de le lancer sur le marché? Non. Les propos d'une dirigeante de Pfizer prouvent-ils que le pass sanitaire a été instauré sans fondement scientifique? Si aucun journal, Covid-19, les personnes complètement vaccinées ne seront plus considérées comme cas contact. aucune chaîne de télé, vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. aucune radio. Une étude britannique effectuée sur un panel significatif de personnes indique que les vaccins, en plus d'empêcher de développer une forme grave de la maladie, bloqueraient aussi sa transmission. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. On a tous cette responsabilité de ne pas tomber dans ce genre de vidéos qui sont absolument pas sourcées, absolument fausses. C'est à mon avis dangereux. En mars 2020, on vient nous expliquer quelque chose qui est totalement contraire à toutes les connaissances scientifiques. Et pas celles qui figurent au fin fond d'une bibliothèque poussiéreuse à l'Université catholique de Louvain. Celles qui sont dans tous les textbooks de gestion des épidémies infectieuses. Rappelées encore par l'OMS en 2019. Tegnell, l'épidémiologiste suédois, vient de rappeler: on a essayé des confinements et des fermetures de commerces, restaurants et écoles dans le passé, notamment à l'occasion de la grippe espagnole, ça n'a jamais marché. C'est une recommandation qui n'existait nulle part comme devant être appliquée. Les masques, nulle part comme devant être appliqués. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics. Quand il est malade, le super-héros porte son masque sur le nez et la bouche. L'obligation du port des masques a sauvé des vies et nous savons désormais en apprécier le véritable impact. Voici comment savoir combien de vies vous sauvez en portant un masque. Pourquoi est-il marqué sur des boîtes de masques qui ne protègent pas des virus? Gaz et vapeur, ce produit ne protège pas des infections virales ou infectieuses. Ce genre de vidéos qui sont absolument pas sourcées, absolument fausses. Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Ce genre de vidéos qui sont absolument pas sourcées. Qui êtes-vous, Madame Orion-Caude? Vous êtes lauréate du prestigieux prix Eisenhower Fellowship aux États-Unis en 2013. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau puis à Necker en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Vous avez découvert l'implication de l'ARN dans différentes maladies génétiques de l'enfant et vous avez révélé l'existence des ARN mitomères qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que je viens de lire, mais tout ça pour dire que vous savez de quoi vous parlez. Ils sont absolument pas sourcés. Elle a fait un tweet ces dernières heures. Complotiste, est-ce que j'ai une gueule de complotiste? Il y a 3 ans, TF1, Le Monde, Le Parisien m'ont inventé une vie, comme pour d'autres, un traitement de dénigrement intolérable. C'est vrai. C'est vrai. Que tous ceux qui n'étaient pas dans la doxa étaient montrés du doigt. Alors à la limite, vous prenez des gens qui sont hyper compétents dans leur domaine. Si par exemple en matière de tennis, on dit on va demander à Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ce qu'ils en pensent, et on ne va pas écouter le 2e joueur mondial, à la limite ça peut faire sens, parce qu'il y a une réelle compétence et ils savent de quoi ils parlent. Mais là on a vu quelque chose d'absolument extraordinaire sur le plan sociétal, qui est qu'on a donné la parole à des gens qui n'y connaissaient rien. Il faut qu'on vaccine vite. C'est pour ça que l'arrêt de la vaccination par l'AstraZeneca est catastrophique. Chaque jour où on arrête de vacciner par l'AstraZeneca, c'est 15 morts supplémentaires en France. Ah ouais, merde.
C'est une insulte au corps médical de dire Oui, qu'on n'a pas soigné les gens. Si c'est vous qui Bien représentez sûr le qu'on a corps soigné. médical, allez vous occuper de vos prostates en Belgique et arrêtez de me prendre la tête. Vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de votre prostate. Et tous les meilleurs qui, eux, savaient, étaient capables de dire, ils ont été irrémédiablement exclus ou attaqués. Alors avec des stratégies qui, pour moi, très vite sont apparues comme étant orchestrées. On voit le traitement subi par Didier Raoult à l'IHU, c'est le microbiologiste le plus cité au monde dans la littérature. J'ai introduit un certain nombre d'outils scientifiques dans la microbiologie. Un problème à l'IHU, quand je l'ai quitté, était le laboratoire de microbiologie le mieux équipé au monde. On avait tout. Alors après, de nouveau, c'est pas parce que quelqu'un a un ponte qu'il ne peut pas se tromper, on s'entend bien. L'infaillibilité, je n'y crois pas non plus. Mais quand il dit, écoutez, moi ça fait 40 ans que j'étudie les coronavirus, on a essayé différents traitements, il a découvert des choses que personne n'avait découvertes ailleurs, il connaît ça sur le bout des ongles. Il y a eu plus de 2500 études qui ont été faites et publiées sur le traitement du Covid. Il y en a un peu plus de 520 qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine. D'accord ? Vous en connaissez 2 ou 3 qui sont bidonnés. Bon. Vous prenez celle-là. Vous savez comment on est arrivé à bidonner les trucs en France ? En réalité, le ministre de la Santé, basé sur une étude que n'importe quel scientifique pouvait analyser immédiatement comme étant complètement fausse dans le Lancet, a pris la décision d'arrêter. Il n'a jamais voulu revenir là-dessus, alors qu'il y avait en France 2 études en cours qui montraient qu'il y avait une différence entre l'hydroxychloroquine et pas l'hydroxychloroquine. Mais le nombre était trop faible pour pouvoir utiliser un test statistique qui disait c'est vrai, c'est pas vrai. C'est publié, ça. Il suffit de le regarder, pas l'analyse de ça. Regardez les données. Et donc, les données de ces 520 études qui ont été faites par l'hydroxychloroquine, ils trouvent exactement le même pourcentage que nous, on trouve sur les 30 000 qu'on vient d'analyser. Bon, donc, écoutez, c'est l'information qui est fausse, c'est pas la réalité. On peut très bien évaluer la mortalité si on s'est occupé des gens ou pas. Je vais vous donner un élément qui est un élément, là aussi, que j'ai publié, qui est disponible. On a comparé, et ça a beaucoup ému nos collègues parisiens, parce que c'est à Paris et dans le Grand Est qu'il y a le plus de morts de manière très significative. Et il y a un élément qui est indépendant de la fréquence des cas, qui est quel est le pourcentage des morts qui ont moins de 60 ans. D'accord ? Nous, à l'IHU, le pourcentage des morts, quand on a publié ça, au bout d'un an et demi, était 2,6%. En France, il était de 16%. À Paris, il était de 19%. Donc il y a eu 19%. De ceux qui avaient été malades. 19% des gens qui ont été malades et qui sont morts avaient moins de 60 ans ici. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas soignés. Comme on le sait, ils n'étaient pas soignés. Donc, si vous voulez, bien entendu, la première chose pour lutter contre ça, c'est d'abord l'état général de la population. C'est pour ça que le plus grand désastre, ça a été aux États-Unis à cause de l'obésité, qui est un facteur de risque considérable. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'occuper des malades. Donc, moi, j'ai honte d'avoir à répéter sans arrêt, il faut s'occuper des malades. Et qu'on dit publiquement, ce mec ne sait pas de quoi il parle, il ne faut pas l'écouter. On est dans quelque chose qui évidemment est choquant sur le plan médical et scientifique, mais qui est passionnant sur un plan anthropologique. Comment est-ce que vous faites croire que quelqu'un qui a fait faillite sur faillite dans toutes ses entreprises commerciales est le businessman le plus calé au monde, et puis que le mec qui a réussi à développer des choses fabuleuses n'a aucune idée de comment on fait fonctionner une entreprise? Vous voyez, c'est vraiment impressionnant comme cas de figure. Allez vous occuper de vos prostates en Belgique. Et donc, on a ce récit parallèle qui s'est développé, dont on sait évidemment aujourd'hui qu'il est faux, on le savait déjà à l'époque, mais ça a été confirmé abondamment, mais auquel les élites, au sens maffezolien du terme, Michel Maffezoli, qui est un de mes maîtres à penser, il dit c'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. La loi, c'est moi. Et l'ordre, tous vos quartiers sont en état d'arrestation. Et je le sais d'expérience, vu que jusqu'en 2020, je faisais partie de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Dès qu'il y avait un truc, la télévision suisse m'appelait. Ah, vous êtes anthropologue de la santé, vous pensez quoi de ce truc? La loi, c'est moi. À l'occasion de la crise H1N1, j'ai fait une émission télé. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Et tout d'un coup, en 2020, il y a eu à une heure de grande écoute sur la radio suisse, qui est quand même écoutée par beaucoup de gens, 4 rédacteurs en chef qui ont consacré 20 minutes à ma modeste personne en expliquant pourquoi il fallait surtout pas m'inviter et pourquoi est-ce que je n'étais pas crédible.
Donc j'étais passé 200 fois dans les médias suisses au cours des 20 ans précédents, et tout d'un coup, 4 rédacteurs en chef, dont les compétences en santé publique, enfin je ne sais pas très bien ce qu'elles valent, mais décrétaient que je ne devais plus faire partie de ce groupe. Et vous voyez, là on voit qu'il y a cette monopolisation de qui a le droit de dire et de qui est crédible en disant. Et que dites-vous? Les faits, bien, ils sont dans mon livre. Hein. On voit bien les augmentations de décès sur l'année 2021-2022 dans les bases de données vaccinales d'observation des effets indésirables. Et en fait, d'habitude... C'est-à-dire qu'il y a plus de morts liées au vaccin. Je laisse chacun se faire juge du fait qu'il y a une augmentation de 4800% des notifications de décès par an dans la base de données du VAERS par rapport aux 30 années précédentes. Voilà. Le VAERS, qui est le programme américain pour la sécurité des vaccins, co-géré par 2 des principaux organismes de surveillance de la santé aux USA, le CDC et la FDA. Pierre Chaillot, merci d'être avec nous. Pierre Chaillot, vous êtes statisticien, vous avez été formé à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a été présentée. Comment peut-on la mesurer? Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient être contestés, qui ne le sont pas? Tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels, donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé. Et donc ce sont les méthodes habituelles. Donc si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça, c'est la première chose normalement à regarder. Et il se trouve que donc, quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a d'hécatombe nulle part, ni en France, ni en Europe. On annonce quand même 150 000 morts en France durant cette épidémie. Alors ça, c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? Ça, c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut. Si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente, tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. Et donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la population, la taille de la population et l'âge des gens. Oui. Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de surmortalité. Donc cela donne combien de décès en plus, en moins, en 2020, en 2021, 2022 ? Eh bien, par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. Donc, c'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen-Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Et donc, on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant que à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années, parce qu'il peut se passer des voies testifères un peu rudes ou des canicules. Et donc, si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020, ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Permettez-moi de vous couper juste, puisque vous avez parlé des chiffres, par exemple. Moi, vraiment, en toute transparence, quand vous regardez l'INSEE, 2020, une hausse des décès inédite depuis 1970. Oui. En raison de l'épidémie de Covid, la mortalité a été exceptionnelle en 2020, avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, plus 9%. Oui. Ça, vous contredisez donc l'analyse et l'appréciation de l'INSEE, c'est ça? J'utilise exactement les mêmes chiffres. Ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là, c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby boomers arrivent à des âges auxquels on décède. Et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffres bruts. Là où je vous le redis, il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose. Et en l'occurrence, le taux de mortalité standardisé 2020, je le redis, c'est le même que l'année de 2015. Vous avez entendu parler de l'espérance de vie, qui est un autre calcul de mortalité standardisée, et la même en 2020 qu'en 2015, c'est-à-dire qu'en 2020 et en 2015, les Français sont morts exactement pareil. Et quand on regarde les chiffres a posteriori, sur le nombre de morts, sur le nombre de malades, là on se rend compte que non, la crise était beaucoup plus... En tout cas, elle est invisible statistiquement. Selon le CDC, le taux de survie du Covid est maintenant estimé à 99,8%, similaire à celui de la grippe qui est estimé à 99,9%.
Qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? Les CDC, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Les centres produisent des informations dans le but d'améliorer les décisions gouvernementales en matière de santé. La courbe rouge représente le nombre de contaminations quotidiennes et la bleue, le nombre de morts confirmés. Les morts, même en France, c'est la moitié des morts avaient plus de 85 ans. Et quand on a regardé ceux qui avaient moins de 85 ans, quelle était leur espérance de vie? En moyenne, elle était de 1 an. Je suis d'accord. Alors, étude de la communauté scientifique qu'on ne voit pas sur les plateaux de télé. Nous avons là des gens de l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche scientifique, de l'IRSAN, Institut pour la valorisation des données de santé, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, et la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et donc, ces gens en arrivent à la conclusion que l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France. Chaque jour où on arrête de vacciner par l'AstraZeneca, c'est 15 morts supplémentaires en France. Ah ouais, merde. Qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? C'est une insulte au corps médical de dire qu'on n'a pas soigné les gens. C'est vous qui représentez le corps médical. Il y a eu des groupes entiers d'anciens de Harvard, de Oxford, de Stanford, qui ont fait une espèce de déclaration commune en disant mais ce que nous vivons là, ce n'est pas normal, c'est des mesures politiques et on nous les fait endosser au niveau scientifique. Et puis on a aussi la déclaration de crise médicale liée au vaccin. On a essayé de dire ensemble qu'il y avait un problème. Toutes ces pétitions qui sont les plus grosses que l'histoire de la médecine moderne n'ait jamais engrangées. Il n'y a pas eu de plus grande concertation de scientifiques et de médecins dans l'histoire de la médecine moderne. Donc finalement, ce qu'on nous dit être dans le consensus sont finalement, en tout cas, pas représentatifs du plus grand mouvement historique qu'il y a eu avec l'ensemble de ces pétitions où finalement on finit à une centaine de milliers de scientifiques et de médecins. C'est rare pour nous de nous mettre d'accord sur un texte parce qu'effectivement on aime un peu pinailler sur un point, etc. Donc pour qu'on soit d'accord pour se mettre sur un texte commun, cela est très lourd de signification. Ce qu'on nous dit être dans le consensus sont finalement, en tout cas, pas représentatifs du plus grand mouvement historique qu'il y a eu une centaine de milliers de scientifiques et de médecins. C'est une insulte au corps médical de dire qu'on n'a pas soigné les gens. Si c'est vous qui représentez le corps médical, allez vous occuper de vos prostates en Belgique et arrêtez de me prendre la tête. Vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de votre prostate et laissez les journalistes, les vrais, faire leur travail. Et je pense qu'il faut en terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part. Il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on dispose de données de décès. Enfin, tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde, ont relaté cette grande panique universelle presque en disant que c'était un virus qui tuait énormément de monde. Olivier Véreux dit le Varan. Oui, le confinement est une épreuve pour tous les Français, mais je rappelle que le Covid-19, c'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Respectons ce confinement, soyons solidaires, l'État protégera et accompagnera. Bien, à présent les enfants, avec Dr Véran-Templan, faisons un petit cours de calcul élémentaire. Un malade toutes les 2 secondes, c'est 30 malades par minute, 1800 malades par heure, 43 200 malades par jour, 1 296 000 malades par mois. Une hospitalisation toutes les 30 secondes, c'est 2 hospitalisations par minute, 120 hospitalisations par heure, 2800 hospitalisations par jour, 86 000 hospitalisations par mois. Un mort toutes les 4 minutes, c'est 15 morts par heure, 360 morts par jour, 10 800 morts par mois. Qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid? Et qu'en est-il de l'adhésion de la masse, alors des élites dans un premier temps et de la masse dans un second temps, à des choses qui ne font pas sens? Une grande partie des pays du monde ont relaté cette grande panique universelle. En Angleterre, la crise des confinements jette une lumière crue sur la gestion du Covid.
Le Parisien nous informe la crise des confinements, ces échanges à peine croyables entre ministres anglais sur le Covid. Le Daily Telegraph feuilletonne depuis plus d'une semaine autour d'échanges dans lesquels l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, leur Olivier Véran à eux, Donc retenez ça, une injection égale une infection. parle notamment de faire peur à tout le monde avec la nouvelle souche. Les plans de Matt Hancock pour effrayer tout le monde dans son pantalon avec le Covid. Une fuite de messages WhatsApp révèle comment le ministre de la Santé a essayé de choquer le public pour qu'il se conforme aux règles de confinement changeant en permanence. Tout au long de la course pandémique, officiels et ministres ont lutté pour savoir comment s'assurer que le public respecte les restrictions changeantes en permanence sur le confinement. Une arme dans leur arsenal fut la peur. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Effrayons-les tous dans leurs pantalons, a suggéré Matt Hancock dans un message WhatsApp avec un conseiller média. Le journal Libération diffuse même un autre message de Matt Hancock daté du 13 décembre 2020 demandant les directives, ouvrez les guillemets, quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant, fermez les guillemets. On reprend. Tout au long de la course pandémique, officiels et ministres ont lutté pour savoir comment s'assurer que le public respecte le confinement. Royaume-Uni, le ministre de la Santé démissionne pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale avec sa maîtresse. S'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, ça c'est un autre chapitre du livre où je montre qu'en fait le réseau Sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment depuis le début de cette crise remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans les fameuses grippes. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelle raison faudrait-il confiner les Français ? C'est vraiment la question que je pose. Donc, je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur en montrant certaines images, et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous ». En plus, on le sait, la France le sait très bien, parce que moi j'ai eu les données. On sait que pendant la période de confinement, ceux qui étaient confinés ont été plus souvent positifs que ceux qui n'étaient pas. Autre article plus récent du Télégraphe, le confinement tue des personnes, et plus vous confinez, plus vous tuez. Au moins 21 000 patients atteints de cancer sont morts en 2020 aux USA en raison du confinement. Effrayons-les tous dans leurs pantalons. La peur est le chemin du côté obscur. En termes de contagiosité, le variant Delta allait déjà très vite. Le variant Omicron, lui, va encore beaucoup plus vite. Chaque seconde, plus de 2 Français sont contaminés par le virus et diagnostiqués comme tel. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de mon intervention, vous verrez qu'elle n'est pas très longue, plus de 1000 de nos compatriotes auront été diagnostiqués dans un laboratoire ou en pharmacie comme étant positifs au Covid. Karim Ellis, l'inventeur du test PCR. Le biogénéticien Karim Ellis reçut le prix Nobel pour la découverte de la PCR, une technique de multiplication de l'ADN qui révolutionna la recherche génétique. Je voudrais demander ceci à Thierry. Comment ont-ils détourné l'usage du PCR pour estimer tous ces supposés ARN viral libres qui pourraient être là ou pas? S'ils peuvent trouver ce virus en vous, et avec le test PCR si vous le faites bien, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. On pourrait donc considérer ça comme un usage détourné, le fait de prétendre que c'est significatif. Le test PCR, c'est juste un procédé qui est utilisé pour faire sortir beaucoup de quelque chose à partir d'un petit quelque chose. Il n'y a que très peu de molécules que vous n'ayez pas au moins en un seul exemplaire dans votre corps. Si vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment mesurable, ce que le test PCR peut faire, si vous avez suffisamment de choses qui ressemblent à une pomme et que vous les collez toutes ensemble, vous allez peut-être penser que c'est une pomme. Mais une pomme est une pomme. C'est pourquoi ça ne vous permet pas de savoir si vous êtes malade et si ce que vous avez attrapé va vraiment vous faire du mal. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre sang, vous aurez une copie de cette séquence, mais qu'elle est trop petite pour que vous puissiez la trouver. Alors, on la stimule. Et c'est ce que Karim Ellis a découvert. On la stimule et elle se duplique en 2 copies. Ça représente un cycle. On fait 4 copies, ce seront 2 cycles. On fait 2 à 20 copies, peu importe le nombre, ce sera 20 cycles. Et ce qu'on constate avec ce test, c'est qu'une fois que l'on a fait passer par environ 36 cycles, on commence à voir le changement de couleur qui indique qu'il est positif.
Lorsqu'un biologiste interprète un test PCR, il définit un seuil à partir duquel il considère le prélèvement comme positif. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que les seuils peuvent varier? Est-ce qu'il est normal que les seuils varient entre les laboratoires? On a mis en évidence qu'à partir d'une PCR, jusqu'à une PCR de 35, il y a toujours du virus vivant, et à partir d'une PCR de 35, il n'y a plus de virus vivant. Donc on a fixé 35 comme étant le seuil de détection, ce qui correspond, si on prend des témoins qu'on dilue, ça correspond à entre 1 et 10 copies dans le prélèvement que l'on teste. Donc quand on trouve en dessous de ça, il n'y a plus rien en réalité. Donc quand vous avez des CT plus élevés, ça veut dire que vous avez un problème. Et nous, ça fait longtemps qu'on dit, on a vu des résultats rendus avec des CT à 42, c'est de l'eau, c'est une contamination. Donc nous, on voit bien, quand on recontrôle les résultats, il y a jusqu'à, le sommet qu'on a eu, c'est 44% de faux positifs. Donc il faut faire attention. Donc si vous faites 35 cycles, c'est encore trop petit pour le voir. Si on en fait 36, on commence à le voir, mais on obtient des faux négatifs. Même si on ne sait pas vraiment que c'est un faux négatif, puisqu'on ne peut pas le comparer avec quoi que ce soit. Alors, on en fait 37, et on constate que dans 5% du temps, les personnes présentent les symptômes, et on se dit que c'est le bon nombre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Si on le fait 40 fois, on commence à observer beaucoup plus de positifs. Et puis, autre chose à savoir, si on le fait 60 fois, donc si on l'amplifie encore et encore, il devient positif chez 100% des gens. Je répète, si on l'amplifie 60 fois, ce sera positif chez tout le monde. Il n'y a que très peu de molécules que vous n'ayez pas au moins en un seul exemplaire dans votre corps. Et avec le test PCR, si vous le faites bien, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. Donc on a fixé 35 comme étant le seuil. Quand on trouve en dessous de ça, il n'y a plus rien en réalité. Donc quand vous avez des CT plus élevés, ça veut dire que c'est de l'eau. Article du Monde, en France, les tests pratiqués réalisent entre 40 et 45 cycles, selon le conseil scientifique. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de mon intervention, plus de 1000 de nos compatriotes auront été diagnostiqués dans un laboratoire ou en pharmacie comme étant positifs au Covid. De faux positifs, donc il faut faire attention. En tout cas, une grande partie des pays du monde ont relaté cette grande panique universelle. Allocution du maire de New York. Free fries when you get vaccinated? Des frites gratuites quand on est vacciné. I got vaccinated. Je suis vacciné. But there's Il y a also aussi quelque chose qui ressemble à un burger burger element to dans this. tout ça. Je veux que vous regardiez ceci et que vous y réfléchissiez. Encore une fois, certaines personnes aiment les hamburgers et d'autres pas. Nous respectons tous les modes de vie. Mais si cela vous plaît, pensez à ça quand vous pensez vaccination. Le maire de New York a vanté les mérites d'un partenariat censé pousser les gens à se faire vacciner entre une chaîne de fast-food et les centres de vaccination de la ville. Free fries Des when you frites get gratuites vaccinated? quand on est vacciné. Et on a vu même des scènes, souvenez-vous, en Italie, au tout début du Covid, où l'on voyait malgré tout des corps dans des couloirs d'hôpitaux. Donc on n'a pas rêvé d'avoir vu ces scènes-là. On n'a pas rêvé, on les a vus à la télé. Il y a le deuxième chapitre de mon livre, d'ailleurs, s'intéresse à la saturation hospitalière. Puisque moi, j'étais persuadé de ce que je voyais à la télé qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. Et j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, qui a sorti en octobre 2021 un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière. Ça, ce sont les chiffres officiels. 2%, oui, ça, je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Oui. Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. Les hôpitaux sont à 50% vides. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Je vous interromps là, parce qu'on se souvient des images où l'on voyait des trains affrétés afin de faire venir des malades dans d'autres départements, etc., parce que les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas la saturation qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites. Si on met dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Article du Point de février 2015. Épidémie de grippe, hôpitaux surchargés, les urgentistes s'alarment. Article du Parisien de février 2019.
Urgence saturée face à la grippe, des gens attendent plus de 8 heures dans les couloirs. Et d'ailleurs, je vous rappelle que quand on est en 2020, ça fait presque 1 an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infections respiratoires, notamment pendant les périodes épidémiques. Donc il ne se passe rien de nouveau. Donc l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc quand il y a des tensions, fatalement ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc ça c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan Orsan-Reb qui a été mis en place et qui a dit en France, il va y avoir une épidémie très grave Covid-19 et il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1500 établissements hospitaliers. En France, il y a 3,5 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur à tous ces gens-là et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive, et qu'on concentre une épidémie, une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation. D'accord. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là. On est passé à 108. Et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux les gens. Donc ce qu'on apprend avec le rapport de l'ATIH, c'est qu'il n'y a jamais eu de saturation hospitalière au niveau français, absolument à aucun moment, et même à aucun niveau régional. En revanche, il y a pu y avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc ce n'est pas un problème d'un virus qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent. Gabriel Cluzel. Vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il va au-delà de nos frontières, on l'a bien vu, il est international. Alors pourquoi tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon, avec du reste des bords politiques divers et variés? Il y a quand même eu cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française. Non, alors il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres, et d'ailleurs on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont voisins, comme l'Allemagne, qui ne fait pas de confinement du tout pendant la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement, et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période, tout simplement c'est parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant du n'importe quoi. Et donc on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué, comme les Italiens notamment, très précocement, et qui ont en effet confiné les gens, qui ont dit que c'était une maladie grave et qui sont mis à faire un peu n'importe quoi, aux Français, aux Belges, mais il y a d'autres contre-exemples, comme notamment l'Allemagne et la Norvège, qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous. À propos de la vaccination, est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination? Est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là? Et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette vaccination? Ça, c'est extrêmement difficile. Dans le livre, je passe un certain temps à regarder les évolutions de décès semaine après semaine par tranche d'âge et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là, partout en Europe, par tranche d'âge. Et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées. Donc ça concerne des jeunes, mais aussi des anciens. Et donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens, on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner. En parallèle de ça, on a aussi une pharmacovigilance, c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves auprès des autorités et même avec des décès. Donc des gens qui déclarent des décès. Donc ça, on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne, mais ça donne un indice. Et là, selon l'industrie pharmaceutique, il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés, donc il faudrait multiplier les chiffres par 10. Donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave et extrêmement importante et qui est un record jamais connu. Au moment où on vaccine les gens. Tout est la pharmacovigilance, c'est-à-dire que tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance. Il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de déni. C'est une pharmacovigilance passive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables, mais il y en a très très peu qui déclarent, parce que c'est extrêmement fastidieux, ça prend 2 heures, et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer. Donc c'est une démarche qui est personnelle, qui est extrêmement lourde et fastidieuse, ce qui fait que quasiment personne ne le fait. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a moins, l'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10% des effets. Donc on ne peut pas savoir s'il y a eu des effets indésirables plus que la moyenne. Il faut considérer, là ces vaccins-là sont un record des effets indésirables, si on les compare par rapport aux autres vaccins, il n'y en a jamais eu autant de déclarés, donc ça il se passe bien quelque chose de spécifique, et a priori même les chiffres qui sont proposés, l'industrie dit qu'il faudrait multiplier par 10.
Donc pendant qu'on vaccine les gens, on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves, des morts qui remontent en pharmacovigilance post-vaccinaux. Et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité décelables statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner. Donc ça, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Ce sont des corrélations statistiques. Ce que l'on demande, et on est plusieurs à le demander à l'État, c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis 3 ans et de regarder qui était vacciné, qui n'était pas vacciné dans ces statistiques. Là, on ne le sait pas pour l'instant. Ça, il refuse de le communiquer. On refuse de le communiquer ou on ne le sait pas On pourrait le savoir. Tout cela, c'est disponible dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le SNDS. On a fait une demande avec Laurent Toubiana auprès de la CADA pour avoir accès à ces données qui nous a été refusée. Mais voilà. Là, ce que vous nous dites, c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement tairait, dans le fond, des données qu'il connaît, mais qui viendraient contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégeaient et étaient efficaces. C'est ce que vous laissez entendre ? Il est possible que personne n'ait absolument regardé, mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine, en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire, de ne pas se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination, sachant que ce sont des données accessibles et que personne n'a absolument regardé. Je m'étonne simplement si vos chiffres sont officiels, comme vous le dites. Pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir et pourquoi d'autres que vous ne le font pas ? On ne va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à faire cela. Non, il y a énormément de scientifiques. D'ailleurs, je n'écris pas tout seul le livre. On est une dizaine à participer au livre, à étudier les chiffres et à arriver aux mêmes conclusions. Et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé, internationaux d'ailleurs, qui sont arrivés aux mêmes conclusions dans leur pays. Il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je suis le premier à qui on pose la question sur une antenne. On a donné la parole à des gens qui n'y connaissaient rien. Et tous les meilleurs qui, eux, savaient, ils ont été irrémédiablement exclus. Il faut qu'on vaccine vite. Vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de votre prostate. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce que vous nous dites là, je veux bien vous croire naturellement, je n'ai aucun élément pour vous contredire, mais si ces chiffres sont accessibles à ce point, pourquoi est-ce qu'en effet, et je reprends la question de Gabriel, pourquoi vous êtes seul ou si peu à vouloir les étaler ? Et quand vous les étalez, vous êtes contredit par cette facilité de dire que vous seriez complotiste. Je voudrais comprendre le mécanisme de l'omerta, le mécanisme du déni, qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des Français et singulièrement également d'ailleurs l'économie française. Il y a des pays qui ont diffusé le statut vaccinal des décédés, notamment l'Écosse, et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination, ils l'ont masqué extrêmement vite. Il y a les Anglais qui ont continué, qui ont pendant assez longtemps proposé ce calcul-là, et qui, au tout début de leurs premiers chiffres, montraient que, notamment chez les jeunes, les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés. Ce qui était quand même un problème. Il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet, mais assez rapidement, ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse, sans jamais avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Angleterre qui propose ça, où on a des questions à leur poser sur la méthode qu'ils utilisent, puisqu'ils nous donnaient 2 résultats différents à 2 moments différents. Et puis, il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton, qui a montré qu'on voyait d'énormes biais à l'intérieur de ces données. Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder, puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles. Donc il y a en effet un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question. Et c'est pour ça que notre but, c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait, c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes, vous avez été invité sur CNews, Pascal Praud vous a invité, vous avez été invité sur 1 ou 2 radios périphériques, si je puis dire. Mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence, a accueilli votre livre, celui d'un statisticien, à partir du moment où les chiffres ne trompent pas. Je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence... Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info... À partir du moment où les chiffres ne trompent pas... Eh bien, c'est probablement qu'elle est fausse. Qui sont absolument pas sourcées. Des sources précises, ce sont les sources de la pharmacovigilance sur le produit Pfizer. Idem avec l'EMA, l'agence médicale du médicament européen. Eux aussi ont un rapport très précis sur les effets secondaires de Pfizer. J'ai donné 30 000 pour la France et plus de 900 000 au niveau européen. Elle n'a répondu à rien. Il faut savoir, je le répète, que les laboratoires
sont irresponsables en cas d'effet secondaire. On a tous une responsabilité à ne pas partager des informations qui sont fausses. Vaccin Covid et effets secondaires, le ministre de la Santé allemand Karl Lauterbach, leur Olivier Véran à eux. Donc retenez ça, une injection égale une infection. Nous ne pouvons pas imposer une vaccination obligatoire. D'une part, nous avons promis qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire et l'État doit s'y tenir. Tout le monde sait que je suis un partisan de la vaccination obligatoire. A-t-il évoqué des dégâts consternants ? Il existe donc des effets secondaires très graves. Ils se produisent parfois, moins de 1 sur 25 000. C'est vrai, 1 sur 10 000, c'est la fréquence des effets secondaires graves. Les chiffres étaient connus depuis longtemps. Ils sont aussi restés plutôt stables. Moins de 1 sur 25 000. Un syndrome post-vax sur 10 000. Vous savez, les humains font des erreurs. Monsieur Lauterbach, pourquoi avez-vous affirmé encore à l'été 2021 que le vaccin n'avait pas d'effet secondaire? Et en plus, il s'agit de savoir pourquoi une minorité de la société ne veut pas d'un vaccin sans effet secondaire, alors qu'il est gratuit et peut sauver leur vie et celle de beaucoup d'autres. Eh bien, il s'agissait d'une exagération de ma part, pour une fois, dans un tweet raté. Vous savez, les humains font des erreurs. Mais ce n'était pas ma position en soi. J'avais déjà très souvent pris position sur les effets secondaires des vaccins. Vous avez toujours donné l'impression que le thème des effets secondaires n'était pas du tout un sujet. Non, ce n'est pas vrai. Les vaccins n'ont pas ou quasiment pas d'effets secondaires. Ce que les vaccins sont, c'est plus ou moins sans effets secondaires. Il faut le dire et le redire. On a tous une responsabilité à ne pas partager des informations qui sont fausses. Alors cet ARN messager, c'est donc ce sur quoi repose ce qu'on nous a présenté comme des produits vaccinaux lors de la crise du Covid-19. Pourtant, vous revenez dans votre livre sur plusieurs éléments qui auraient dû au minimum interroger sur la potentielle efficacité ou non-efficacité de ces vaccins. En premier lieu, sans parler de l'ARNM ou de l'ARN, vous dites qu'aucun vaccin contre le coronavirus n'a fonctionné. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû logiquement alerter tous mes collègues. C'est qu'ils savaient, alors ceux qui le savent encore mieux, ce sont les vétérinaires, ils savaient qu'il n'y avait pas de vaccin autorisé, parce que dans le monde animal, le coronavirus est un fléau. Et donc, cela fait des années qu'on essaye de développer des vaccins contre ces coronavirus et que s'il y avait un vaccin anti-coronavirus, ça se saurait su et ce n'est pas le cas. Vous croyez qu'on a arrêté la grippe depuis 100 ans? Vous croyez que le vaccin marche contre la grippe? Non, il marche pas. Non, mais pourquoi vous voulez que ça marche là? Vous voulez pas. Vous savez, la première, il y a deux formes d'intelligence dans notre métier. Mais en général, la première, c'est l'analogie. Vous voyez, c'est-à-dire, j'essaie de comparer ça à un modèle, et la deuxième, c'est au contraire la contradiction. L'analogie, si vous prenez, il n'y a pas d'infection virale respiratoire pour lequel il y a un vaccin qui marche. Zéro. Donc vous pouvez toujours imaginer que ce coup-là, ça va marcher. Si on revient à cette question de l'ARN messager, vous vous rappelez évidemment qu'aucun vaccin à ARN messager n'a fait ses preuves, et même... Vous citez quelqu'un d'important qui le disait juste avant cette crise, c'est Albert Bourla, le patron de Pfizer, qui n'y croit absolument pas quand on lui en parle. Bonjour. Eric a gagné le match. J'ai mis 3 buts. D'accord. C'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez arrêter, c'est fini tout ça. Vous pouvez rentrer chez vous. Tout ça n'existe pas. Alors, il dit, bon, j'ai bien voulu, j'ai senti, en gros, j'ai senti le business arriver, donc j'ai fait confiance à mes scientifiques. Mais pour autant, ces 20 ans de recherche, plus de 70 essais cliniques, aucun ne fonctionne. Alors, vous les égrenez d'ailleurs, il y a plein de tests sur des types de cancers, sur des types de maladies diverses et variées, rien ne marche. Pendant qu'on a essayé de développer des vaccins ARN messagers, qu'on nous a quand même expliqué que ça marchait très bien, que c'était maîtrisé depuis longtemps sur les cancers, etc. Eh bien, en fait, c'était 20 ans d'échecs qui n'ont pas abouti à la mise sur le marché d'aucun produit. Donc, c'est l'échec de ces vaccins à ARN messager qu'on a constaté. Il n'y avait pas un seul vaccin à ARN messager, même sur des maladies lourdes, qui avait dépassé la phase 2 au moment de la crise Covid. Article de 2017-2018 de l'INSERM sur les vaccins à ARN messager. L'immense majorité de ces essais sont des études de phase 1 ou 2 qui évaluent la sécurité et l'efficacité des traitements testés. Les essais de phase 3, qui permettent de statuer sur le rapport bénéfice-risque d'un nouveau traitement par rapport à un traitement de référence ou à un placebo, représentent moins de 4% des études cliniques.
Il sera judicieux de préciser que les essais cliniques sont constitués de 4 phases, comme nous le rappelle le site du laboratoire Sanofi. Donc, on ne peut pas parler de succès, on ne peut pas parler du fait que ça marchait super bien et que c'était la façon d'y aller dans un climat de crise. Donc, par définition, quand on est dans un climat de crise, on ne va surtout pas en plus prendre le risque d'une technologie qui n'a jamais abouti à un succès. C'est pour ça qu'il faut qu'on vaccine vite, vite. Au passage, là, pourquoi est-ce qu'on continuerait ? Parce que la vaccination Covid à ARN messager a été un succès. Alors que, en fait, quand même, on se rappelle surtout les promesses qui nous avaient été faites. C'est que si jamais ça avait fonctionné comme on avait dit que ça fonctionnait, au bout de 2 doses, on était tranquille et on passait à autre chose. Or, ce qu'on a vu dans les pays qui ont le plus vacciné, et ça j'en parle aussi, c'est qu'au contraire, c'était accompagné des plus grands pics de Covid et des plus grands pics de décès. Donc, on voit bien que là, ça n'a pas fonctionné. Cette technologie a encore été un échec. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a injecté des milliards d'individus que ça en fait un succès. La vérité est tout autre. Et alors, parmi les incohérences qu'on pointait tout à l'heure, justement, c'est cette évocation, oui, mais il y a le temps de la recherche, etc., qui est complètement contradictoire avec ce qu'on a vécu, puisque l'élaboration de ces vaccins s'est faite extrêmement rapidement. Vite. Et qu'on a vu récemment, au dernier forum de Davos, les patrons de Big Pharma, ils étaient plusieurs, réclament de réduire encore ces délais en considérant que 60 jours, c'est trop pour développer une nouvelle formule de vaccin RNM. C'est le paradoxe, c'est tout le paradoxe. Il y a le PDG de Moderna qui dit, mais finalement, nous, on a dessiné notre vaccin en 48 heures. Oui, et puis, il y a une espèce de surenchère. Alors, il y a BioNTech, lui, de son côté, il me dit, mais nous, il nous a fallu que quelques heures. Alors là, vous vous dites, mais... et donc, en fait, il se vante. C'est un argument de vente, c'est-à-dire que vous retrouvez... Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens comprennent bien ? Plus je vais aller vite, plus il y a des phases incompressibles qui sont d'habitude les tests sur les animaux, d'habitude les tests sur les humains, les essais cliniques que nous faisons, et qui sont des délais incompressibles d'observation. Cela veut dire que dès que vous entendez « c'est super, ça va de plus en plus vite » et que quand le PDG de Moderna s'exprime au Davos en disant « 60 jours, 2 mois, c'est encore trop long », eh bien, vous comprenez que donc le champ expérimental s'est déplacé désormais sur les individus que nous sommes. C'est pour ça qu'il faut qu'on vaccine vite. Si les gens sont contents et à l'aise d'être des cobayes, c'est libre à eux, et ça j'insiste vraiment sur cette notion de liberté dans le livre, où à aucun moment je dicte la conduite. Justement, contrairement à tous mes collègues, finalement, moi je fais le pari de l'intelligence, le pari du partage et du fait que si jamais les gens ne sont pas d'accord avec le fait que je relate, ils ont à ce moment-là la possibilité d'aller à la source et de se faire leur propre idée sur le sujet. Donc, loin de moi cette idée d'imposer, au contraire, de partager et que chacun se fasse sa propre idée. En tout cas, de façon incompressible, le temps de la recherche et du développement des médicaments, il est indispensable. Et s'il n'a pas lieu, c'est donc qu'on accepte que désormais, ces gros laboratoires pharmaceutiques sont les opérateurs de nous traiter comme cobayes et de nous instrumentaliser, puisque c'est cela qui se passe. Et ça pose, à mon avis, un problème qu'il faut immédiatement mettre au centre de notre société. Vite. Acceptons-nous cela ou discutons-nous en disant, mais c'est quand même une technologie donc toute nouvelle, si j'entends bien, qui n'avait jamais fonctionné et qui n'a pas montré qu'elle fonctionnait, puisqu'on a constamment changé la promesse de vente. Le narratif. Comme on dit. Donc pour moi, c'est un échec. Et j'avais osé une affirmation que je réitère. Il est folie d'injecter une population saine avec de l'ARN messager. Cette affirmation qui allait à l'encontre de effectivement tout ce qu'on entendait, mais l'ARN messager. On maîtrise hyper bien. Je ne sais pas si à la fin du bouquin, vous trouvez que l'ARN messager,
on maîtrise hyper bien. Ce n'est pas parce qu'on connaît une molécule, le nom d'une molécule et globalement son principe de fonctionnement dans la biologie de la cellule qu'on maîtrise la technique et le fait même de l'injecter dans nos corps. Et alors d'ailleurs, on la maîtrise tellement bien qu'on relève qu'entre 5 et 50% de l'ARN messager est dégradé lors du transport ou du stockage des vaccins. Oui. Qui, d'ailleurs, conditions de transport et de stockage qui ont largement évolué aussi, comme les promesses. Oui, c'est vraiment... C'est moins 60, moins 50, moins puis 80, finalement, ouais. non, c'est bon, température ambiante, c'est OK. Oui, c'est ça. J'exagère, mais... Non, c'est ça. Prenez votre petit votre thermos, et puis ça ira. Votre petit thermos de pique-nique, et puis ça ira. C'est une insulte au corps médical. Non, c'est dramatique, en fait. On sourit et on rit, là où on devrait véritablement pleurer en se disant, mais comment est-ce qu'on accepte d'avoir aussi peu de considération pour l'humain pour le faire subir toutes ces expériences, ces changements. Donc, vous le dites justement, c'est qu'effectivement, la dégradation même du produit a été tolérée jusqu'à des seuils de 55%. 55%. Donc en fait, vous êtes sur un médicament, on dit, bon, il y en a 55% là qui c'est pas trop ce que c'est, mais bon. Enfin bon, tu le prends, tu discutes pas, parce que tout le monde dit que c'est génial. Et c'est le consensus scientifique. C'est une insulte au corps médical de dire qu'on n'a pas soigné les gens. Si c'est vous qui représentez le corps médical, allez vous occuper de vos prostates en Belgique et arrêtez de me prendre la tête. Vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de votre prostate et laissez les journalistes, les vrais, faire leur travail. Comme vous le savez, écrivez-vous, les virus mutent tout le temps. En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants. 15 000 variants du SARS-CoV-225. 15 000 variants, donc là, moi, je ne savais pas ça. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info... En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants. 15 000 variants. Des variants qui compromettent la spécificité des tests PCR comme celle des anticorps. Autrement dit, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. C'est ce qui est arrivé avec Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, N-Family. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le patron de Moderna. Bonjour. C'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez arrêter, c'est fini tout ça. Vous pouvez rentrer chez vous, tout ça n'existe pas. Vous dites qu'aucun vaccin contre le coronavirus n'a fonctionné et que même, parfois, il a facilité l'entrée de la maladie quand on a essayé de faire des essais. Il semble, de notre compréhension, que nos anticorps, au lieu de neutraliser, donc d'être des alliés pour notre santé, vont au contraire faciliter la survenue la réplication et l'entrée du virus, et donc en fait vont accompagner une forme plus grave de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qui, hélas, s'est à nouveau manifesté dans le cas de cette vaccination anti-coronavirus, c'est-à-dire cette fameuse phénomène des anticorps. On en a vraiment de plus en plus d'évidence, parce qu'il y a eu des publications scientifiques dessus, des travaux qui ont été faits. Et donc, ce que des collègues d'ailleurs de l'Académie de médecine avaient envisagé s'avère réel, et donc c'est aussi parmi les problèmes dont on ne discute surtout pas. Une sorte de censure, en tout cas la censure du silence. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info... Parce qu'il y a eu des publications scientifiques dessus, des travaux qui ont été faits. Eh bien, c'est probablement qu'elle est fausse. Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose que les autorités n'auront pas voulu prouver, puisque le statut vaccinal démarrait qu'à partir des 15 jours après l'injection. Oui, bah ça fait partie de toutes ces aberrations, n'est-ce pas, sur lesquelles il faut revenir. Mais pourquoi à ce moment-là, si c'est tellement évident ça, pourquoi tout le monde ne se range pas? Pourquoi le conseil scientifique? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés. Bon, écoutez, c'est un simulacre de commission d'investigation. Il n'y a pas de réponse à nos questions. En plus, on invite le directeur, il ne vient pas sans justificatif. Or, il faut quand même voir qu'à l'heure actuelle, Pfizer, c'est pratiquement le seul qui produit des vaccins sur l'ensemble de l'Europe. On lui a commandé 1,8 milliard de doses, c'est le dernier contrat, pour 35 milliards d'euros. Ben, c'est des contrats gigantesques. Et ce monsieur ne vient pas, parce qu'il est attaqué avec la présidente de la Commission européenne, parce qu'ils ont fait un échange de SMS sur le dernier contrat, donc vous voyez, autour de 35 milliards.
sans passer par les structures qui négociaient les contrats. La réponse qu'on a eue par rapport aux SMS, aux messages WhatsApp entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Albert Bourla de Pfizer, le PDG de Pfizer, est intéressante. C'est que pour eux, c'est normal. Donc c'est une pratique courante d'envoyer des messages privés à des dirigeants européens ou du monde entier, tandis qu'évidemment en Union européenne, il y a des procédures de négociation bien différentes normalement. Actually, what happened is what happens all the time. We do not get the answers, and this is why this committee is completely ridiculous. It is a democracy illusion. It's the means to fool people, the people into thinking that we actually work on, these problems that, may have arisen with these vaccine contracts and all of that. But none of this is happening in this committee. And I earlier just, raised the point of order to declare this committee incompetent to clarify certain questions. And that's all the questions surrounding these vaccine contracts. But the chair, once again, she refused to put this a proposal to a vote. So this just goes to show how ridiculous this committee in particular is. And if it's about, getting answers or getting the people answers, we are not allowed to do our jobs. You're here to answer questions, not to make your demands. Please answer the questions you just received. Mrs. I cannot see your name, but you can always ask for the floor. Just don't take the floor. Oui, effectivement, je ne sais pas si vous avez été justement informé, mais l'objectif est effectivement que vous répondiez aux questions. Ça fait 1 heure qu'on est là, on a déjà répété quelques questions et vous n'avez toujours pas répondu, donc je vais essayer de faciliter la tâche en faisant des questions oui, non, où il faut juste un chiffre. Est-ce que ces réponses par oui ou par non ont apporté quelque chose? Est-ce qu'ils y ont quand même répondu? Non, pas vraiment, je veux dire, elles sont restées entièrement dans la langue de bois. Donc elles ont essayé d'esquiver les questions. Sur les prix, par exemple, des vaccins et l'augmentation des prix de vaccins, on a dû demander 4 fois la même question et à la 4e fois, elle nous a répondu « Ah mais non, confidentialité, on ne peut rien dire là-dessus ». Nous avions tous des questions très précises et à chaque fois c'était oui mais non, en fait ça je ne peux pas vous en parler, le prix je ne peux pas en parler, le contrat je ne peux pas en parler, les SMS je ne peux pas en parler. Donc en fait, j'ai envie de dire mais pourquoi elle était là? C'est quand on pose des questions concrètes. Pfizer nous parle de transparence, mais il n'y a pas plus opaque que Pfizer. Pricing is confidential, and from that point of view, I am not able to have a conversation with you. No, I'm not satisfied. What we see is that we don't get answers on our question, and that's going on for 6 months now. Ensuite, ils interdisent de faire des contrôles aux pays membres qui ont accepté les vaccins pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins. Pfizer détient d'ailleurs le record de l'amende jamais infligée par la justice américaine à un groupe pharmaceutique. 2,3 milliards de dollars en 2009. La fraude en question, des pratiques commerciales abusives sur plusieurs médicaments dont le Bextra, un anti-inflammatoire retiré du marché en 2005 pour ses effets secondaires. Pfizer a fait la promotion de ce médicament pour plusieurs usages que l'autorité sanitaire américaine avait refusé de valider. Malgré cela, le laboratoire avait continué de le commercialiser en ignorant les réserves. USA, Johnson & Johnson, condamné à payer 8 milliards de dollars pour un médicament controversé. Scandale du Mediator, les laboratoires Servier condamnés pour tromperie aggravée et homicide involontaire. Opiacés, 4 sociétés pharmaceutiques prêtes à payer 26 milliards de dollars pour solder les litiges. Les opioïdes, c'est tout ce qui vient de l'opium. Tous les médicaments opioïdes antalgiques, tels que le tramadol, le fentanyl, il y avait le diantalgique, la codéine évidemment. La morphine? Oui, évidemment, tout ça. Oui, c'est exactement ça. Et ces médicaments, ils sont pris non pas par les toxicomanes, comme on l'imagine, mais ils sont pris par vous et moi ou par nos proches pour des douleurs dentaires, dorsales, des maux de tête. Et elles sont prescrites maintenant relativement largement. Quand on en prend régulièrement et beaucoup, mais à ce moment-là, quand on est accroché, on devient dépendant comme un héroïnomane. Et un certain nombre de gens meurent de surdose. Aux États-Unis, où est la crise des opioïdes, ils ont 50 000 morts. C'est la première cause de mort aux États-Unis. Première cause de mort aux États-Unis. Oui, avant les armes à feu. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. On aura pu lire dans Le Figaro 500 000 morts en 20 ans.
la crise américaine des opiacés déclenchée par la promotion agressive de médicaments antidouleurs très addictifs tels que l'oxycodone dans les années 1990 a fait plus d'1 demi-million de morts par overdose aux États-Unis en 2 décennies. Dans le même article, on lit plus loin, depuis les laboratoires jusqu'aux cabinets médicaux, en passant par des sociétés de conseil comme McKinsey, accusées d'avoir produit et promu les médicaments opiacés ou fermé les yeux sur leur surconsommation. La bataille a souvent été comparée à celle menée par les États-Unis contre les cigarettiers dans les années 80. Davantage de médecins fument des camels plutôt que n'importe quelle autre cigarette. Maintenant, la preuve scientifique des effets du tabac. Un spécialiste médical fait des examens bimensuels réguliers sur un groupe d'individus au mode de vie varié. 45% de ce groupe a fumé des Chesterfield sur une moyenne de 10 ans. Après 10 années, le spécialiste médical rapporte ce qu'il a observé. Pas d'effet indésirable sur le nez, la gorge et les sinus, sur le groupe fumant des Chesterfield. Chesterfield plus douce, c'est le meilleur pour vous. J'ai été un homme à 2 paquets par jour pendant 15 ans et j'ai trouvé que les plus douces Chesterfield étaient les meilleures pour moi. Perry Como, chanteur italo-américain, star de la télé et du cinéma US. Affrontez les faits. Quand vous êtes tenté de vous adonner à l'excès, cherchez plutôt une Lucky. C'est grillé. Les Vice-Royce filtrent la fumée. En tant que votre dentiste, je vous recommanderais Vice-Royce. J'envoie des Chesterfields à tous mes amis. C'est le plus joyeux Noël qu'un fumeur puisse avoir. Chesterfield douceur plus, sans arrière-goût déplaisant. Ronald Reagan, président des États-Unis d'Amérique. Cette bataille menée contre les cigarettiers dans les années 80 déboucha en 1998 sur un accord à l'amiable pesant près de 250 milliards de dollars. Le 21 juillet 2021, on a lu dans les Échos, la guerre des États-Unis contre les opioïdes est loin d'être terminée. Le nombre record d'overdoses, plus de 93 000 enregistrés l'an dernier, l'a tristement rappelé. France 24 rapporte des informations de l'agence France Presse. L'espérance de vie a continué à baisser aux États-Unis en 2017 par rapport à 2014. Une dégradation historique due essentiellement aux overdoses d'opiacés et à l'augmentation des suicides. Un peu plus loin, l'espérance de vie devrait augmenter, pas diminuer. Robert Anderson, le chef des statistiques de la mortalité au Centre national des statistiques de santé, compare le phénomène en nombre de morts au pic de l'épidémie du VIH, à une différence près, celle-ci avait rapidement décliné. Le statisticien espère que les overdoses suivront le même chemin. Nous sommes un pays développé, l'espérance de vie devrait augmenter, pas diminuer, dit-il. Première cause de mort aux États-Unis. Oui, avant les armes à feu. Le scandale des opioïdes va coûter plus de 570 millions à McKinsey. Le prestigieux cabinet de conseil en stratégie a accepté de payer 573 millions de dollars pour clore les procédures engagées par 49 États américains. Il n'admet pas pour autant de faute ni de responsabilité dans l'usage excessif des opioïdes aux États-Unis. L'article de l'agence France Presse relayé par Le Figaro nous dit « Les termes de cet accord, annoncés jeudi par la procureure de New York, Laetitia James, indiquent que McKinsey n'a ni reconnu ni rejeté les faits qui lui étaient reprochés, une position qui permet au groupe d'éviter que des parties tierces se servent du compromis pour l'attaquer à leur tour en justice. McKinsey a toutefois coopéré avec les États, blablabla. Marketing cynique. Les tactiques marketing cyniques et délibérées de McKinsey ont contribué à alimenter la crise des opiacés en aidant Purdue Pharma à cibler les médecins dont ils savaient qu'ils surprescrivaient les opiacés, a fustigé Madame James. McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier, pour l'aider à doper les ventes, selon l'État de New York. Il a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés, considérés comme les plus lucratifs, d'après les documents judiciaires produits par les plaignants. C'est donc ce cabinet de conseil qui est responsable du plus grand massacre de l'histoire de Big Pharma via la société Purdue Pharma dans la vente des opioïdes de synthèse, Oxycontin. Il s'agit tout de même de la mort de plus de 500 000 personnes en 20 ans. Un véritable massacre, un génocide médicamenteux. Pourtant, aucun membre de cette entreprise ne se retrouvera en prison. Il leur suffira de payer 573 millions de dollars d'amende. C'est cette même entreprise McKinsey qui est aujourd'hui en train de conseiller Emmanuel Macron dans la crise du Covid-19.
Première cause de mort aux États-Unis. Oui, avant les armes à feu. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharmaceutiques ont en fait imposé, dans le fond, les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement? J'en parle un peu dans le dernier chapitre. Maintenant, c'est connu, puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet, que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil. Mais ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil. Même pour ce qui est de l'armement de l'armée, ils interviennent dans beaucoup de choses. Donc ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes qui notamment gèrent les fonds et les fusions-acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques qui vont décider de ce qui est bon pour les Français. Comment se fait-il que le cabinet McKinsey, qui vous a conseillé sur la politique vaccinale, à qui, depuis le début de ce quinquennat, vous avez donné des fortunes, des millions d'euros d'argent public après que ces mêmes personnes aient conseillé Emmanuel Macron bénévolement dans le cadre de sa réélection. McKinsey a conseillé en même temps, Pfizer et le gouvernement français pour des résultats qui étaient pitoyables. Pfizer détient d'ailleurs le record de l'amende jamais infligée par la justice américaine à un groupe pharmaceutique sur plusieurs médicaments dont le Bextra, un anti-inflammatoire, et ce n'est pas la seule condamnation. Le Trovan au Nigeria. En pleine épidémie de méningite en 1996, Pfizer avait testé un de ses antibiotiques, le Trovan, sur des enfants dans le nord du pays. Ces essais cliniques auraient provoqué la mort de 11 enfants et des dommages physiologiques sur des dizaines d'autres. En 2011, après une longue bataille judiciaire, le laboratoire parvient à un accord à l'amiable et promet 35 millions de dollars d'indemnité pour les familles. Pfizer a donc bel et bien eu affaire à la justice à plusieurs reprises par le passé, mais aucune condamnation n'est liée à l'épidémie du Covid. Une question a toutefois été posée au Parlement européen sur le choix du laboratoire pour les vaccins. Ce passif et les méthodes de Pfizer ont-ils été pris en compte par la Commission lors des négociations? Et voici la réponse des parlementaires. Afin d'autoriser un médicament quel qu'il soit, l'Agence européenne des médicaments doit avoir à sa disposition et évaluer des informations fiables sur son innocuité, son efficacité et sa qualité pharmaceutique. Ensuite, ils interdisent de faire des contrôles aux pays membres qui ont accepté les vaccins pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins. Afin d'autoriser un médicament quel qu'il soit, l'Agence européenne des médicaments doit avoir à sa disposition et évaluer des informations fiables sur son innocuité. En clair, peu importe les condamnations, c'est bien l'efficacité et l'absence de nocivité du produit. Ils interdisent de faire des contrôles pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins. Et l'absence de nocivité du produit qui ont été jugées pertinentes dans le choix de Pfizer. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Albert Bourla de Pfizer, le PDG de Pfizer. Ils ont fait un échange de SMS sur le dernier contrat, donc vous voyez autour de 35 milliards, sans passer par les structures qui négociaient les contrats. Enfin, autre affaire au compteur pour le géant pharmaceutique. En 2012, le groupe a accepté de payer 60 millions de dollars pour des faits de corruption de hauts responsables. Le groupe a reconnu avoir versé des pots de vin pour développer ses affaires dans plusieurs pays, en Asie et en Europe. Ils ont fait un échange de SMS sur le dernier contrat, donc vous voyez autour de 35 milliards, sans passer par les structures qui négociaient les contrats. Corruption de hauts responsables. Corruption de hauts responsables. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par... Dans François, on peut lire cet article, Pfizer et l'ICFJ, organe de formation des journalistes financés par les lobbies. Pfizer verse des fonds à l'ICFJ, International Center for Journalists, Centre international pour les journalistes en bon français, organisation américaine également financée par les fondations Open Society du banquier milliardaire George Soros. L'ICFJ détient un partenariat avec Meta, la société mère de Facebook, dans le cadre de son initiative Journalism Project. Un peu plus loin dans l'article, on peut lire « Parmi les journalistes en milieu de carrière qui couvrent les affaires internationales en Allemagne aujourd'hui, au moins la moitié sont des anciens étudiants de la bourse Burns, donc financée par l'ICFJ. » Excellent! Plus de 40 anciens élèves de cette bourse travaillent désormais comme correspondants étrangers dans 20 pays pour les médias bien connus, tels que le Washington Post, Reuters, CNN, Hard, Deutsche Welle et le Süddeutsche Zeitung. On lit encore un peu plus loin, des liens d'intérêt multiples. Outre l'ICFJ, Pfizer détient des liens d'intérêt avec d'autres organes de presse comme l'agence Reuters, dont le président du conseil d'administration, Jim Smith, siège dans le conseil d'administration de Pfizer. Jim Smith,
Siège également dans plusieurs conseils d'administration du Forum économique mondial fondé par Klaus Schwab, comme le Partnering Against Corruption Initiative et son International Business Council. Donc le partenariat d'initiative contre la corruption. Le groupe a accepté de payer 60 millions de dollars pour des faits de corruption de hauts responsables des pots de vin pour développer ses affaires dans plusieurs pays, en Asie et en Europe. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés. Faut quand même juste, à un moment, réfléchir. Vaccination.